Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler d'un cinéaste pour deux raisons. Une première, parce qu'il y a un livre. Le livre, il est là, je le montre bien, voilà. Boris Vassilievitch Barnett, c'est un livre édité chez les éditions de l'Œil, un livre écrit par Bernard Eisenschitz, que vous connaissez, il est déjà venu nous parler il était venu nous parler de Douglas Sirk il y a quelques mois de cela. Il revient pour nous parler donc de ce livre. Et puis la deuxième raison, nous sommes le 12 mars, on enregistre le 12 mars, et cela fait 2 jours que la rétrospective Boris Barnett s'est terminée à la Cinémathèque française. Ça avait commencé le 14 février. D'ailleurs, vous aviez écrit un texte de présentation pour cette rétrospective. Donc, on va un peu faire le point sur tout ça. Mais d'abord, deux questions. Une première très simple. Comment allez-vous après cette rétrospective, après ce livre? Comment vous vous sentez? Bien, bon, la rétrospective a été une très bonne surprise. Il y avait une demande. Dès la première séance, on a vu qu'il y avait une envie de voir les films de Boris Barnett, qui est un nom qui était pour la plupart des spectateurs un nom, mais rien de plus qu'un nom. Et petit à petit, on s'est aperçu que les spectateurs revenaient, avaient envie de voir tous les films qui étaient là, qui étaient la majorité, pas la totalité, étant donné les relations entre la France et la Russie, pas la totalité des films, mais il y a eu comme on dit en termes de fréquentation, une fidélisation du public et une demande et un intérêt réel pour le cinéaste. C'était à la fois une découverte, le nom était connu, peut-être qu'une partie du public avait vu un ou deux films, mais ça a été une découverte pour beaucoup de gens qui ont piétiné, qui ont protesté parce qu'ils ne trouvaient pas de place. Enfin bon, ça arrive assez rarement. Enfin, à moi, ça arrive assez rarement en tout cas. Mais ça vous a un peu surpris, ça, ou finalement pas du tout? Oh. Après coup, je peux dire que après coup, je dirais volontiers que ça ne m'a pas surpris et que je m'y attendais. Bon, non, bien sûr, c'est une très bonne surprise. Oui, parce que Boris Barnett, bon, moi j'ai 47 ans et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, on entendait ce nom-là. Par exemple, je me souviens d'un texte de Serge Danet qui disait celui-là, il nous appartient, en parlant donc de votre génération, de la génération de Danet, de la vôtre. Et ça m'intéresse. Est-ce que, comme Danet, c'était un des cinéastes qui vous appartenait, vous et Bernard Eisenschitz? Oui, c'est ça, c'est tout à fait exact. Bon, avec Danet, on était contemporains à 2 mois près, je crois. Ouais. Et c'était ça, c'est-à-dire qu'on allait, on voyait des programmes à la Cinémathèque, on dirait presque tous les soirs, et on voyait dans les programmes des films, les films qu'on attendait, des histoires du cinéma qu'on avait sous la main. En général, l'histoire de Sadoul, qui finalement était une très bonne base de connaissances, mais Barnett, c'était vraiment une note de bas de page ou quelque chose, un film. Or, un film de Barnett passait régulièrement. Une fois par an, en gros, Langlois passait ses films chéris. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait une dizaine de films qui n'étaient pas dans les histoires du cinéma officiel et que Langlois programmait régulièrement. Et Au bord de la mer Bleue était un de ces films-là. Et à force, on se disait, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai cherché qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce film? Ah, c'est très bien, bon, etc. C'est les échanges de sortie du cinéma. Et finalement, on y allait et on était émerveillés. Enfin bon, à partir de ce moment-là, on voulait en voir davantage. Alors, il se trouve que de mon côté, j'ai pas mal voyagé pour voir des films. Je circulais un petit peu en Europe, en gros, et donc j'ai pu voir. Il y a eu, à partir de 1980, il a commencé à y avoir des rétrospectives. Il y en a eu en 80 à Londres, en 85 au Festival de Locarno, etc. Et on commençait à voir les films. C'était les films autorisés. Et puis il y a eu la fin de l'URSS. En 92, il y a eu la toute première rétrospective Barnett à Moscou. Et je suis allé à Moscou. J'ai trouvé, bon, c'était un excellent prétexte pour aller sur place. J'avais quelques amis là-bas. Et pour compter sur mes amis et compter aussi sur les bibliothèques, sur l'accès aux archives, etc. Compter aussi sur les survivants.
hein. En 92, il y avait pas mal de survivants, pas mal de personnes qui avaient travaillé avec Barnett, qui l'avaient connu, qui avaient des choses à raconter sur lui. Donc j'ai fait en 92 ce parcours de découverte et des films et du personnage à travers les témoins, femmes, collaborateurs, étudiants qu'il avait découvert de leur côté au VGIC, à l'école de cinéma de Moscou, et qui s'étaient intéressés, qui s'étaient passionnés pour ce cinéaste. Voilà. Donc, à partir de là, eh ben, il y avait le matériel pour un livre, puis ça a pris quelques temps pour trouver un éditeur. Moi, je suis très content que vous parliez que vous ayez comme ça remonté un peu le fleuve parce que c'est la dernière page de votre livre. C'est d'ailleurs, ça date du 16 décembre 2023. C'est le dernier paragraphe qui m'a vraiment déstabilisé. Vous écrivez, je vous cite, d'autre part, ma découverte de la Russie soviétique a été progressive, parallèle à l'étude et la découverte du cinéma, pas d'un émerveillement béat. Les yeux ouverts, même quand nous y travaillons dans les heureuses années de la nouvelle critique, n'est-ce pas, Émile Breton? Il importe de dire ce qu'a été cette culture qui existait malgré et contre la terreur, dès lors que le soviétisme se trouve assimilé au poutinisme qui l'a définitivement effacé. De dire donc ce qu'elle comportait d'avenir, en tout cas de finement c'est en italique, et même secrètement en italique, positive. À chaque culture, chaque langue, sa manière de raconter et de se raconter. Je me permets cette question peut-être un peu personnelle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Enfin, Boris Barnett, oui, mais ça va au-delà de Boris Barnett, l'écriture de ce livre. Bien sûr, bon, un petit peu comme le premier livre que j'ai fait, le livre sur Nicolas Rey, c'était un petit peu ma découverte de l'Amérique. C'était, bon, je l'ai appelé roman américain, ce qui était assez prétentieux, mais ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire remonter à la raison de ce que j'aimais, ce qui me fait aimer le cinéma, ce qui fait que c'est le cinéma que j'aime plus, par exemple, que d'autres, que la littérature ou la peinture, etc. Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui a amené à ça? Pourquoi est-ce que pourquoi en tant que Français, j'ai cette curiosité pour des cinémas d'ailleurs, des cinémas lointains, le cinéma américain. Le cinéma américain, c'est un grand classique de la France. Il y a de toujours, depuis que le cinéma existe, les Français ont la fascination du cinéma américain. Bon, après, autour de 68, avant 68, grâce à ces programmes de Langlois, et autour de 68 et après, on a commencé à s'intéresser à ce qui avait été dit sur le cinéma, quel type de réflexion y avait-il eu sur le cinéma? On s'est aperçu que on savait qu'en Russie, dans les années d'après la Révolution, essentiellement dans les années 20, il y avait eu énormément de recherches dans la pratique, enfin, dans les films qui étaient faits. Et c'est encore une découverte, une trouvaille de Langlois qui a fait un programme soviétique qu'il appelait Les Inconnus du cinéma soviétique à Avignon en 68. On a découvert vraiment des dizaines de films de plusieurs, de 5, 10, 15 réalisateurs. Et il y avait évidemment la curiosité pour ce que c'était devenu, cette culture soviétique qui avait été systématiquement démantelée dans les années 30 par la terreur stalinienne, mais qui ne pouvait pas s'oublier. Ce sont des années qui avaient été vécues, les années que cette génération de la Révolution avait vécu était quelque chose, on pouvait leur dire c'était mauvais, il ne faut plus en parler, mais ça ne pouvait pas être oublié. Et c'est le cas de Barnett, qui n'était pas un cinéaste politique. Alors c'était le cas d'Eisenstein, bien sûr. En premier lieu, c'était Eisenstein qui nous intéressait, les gens des cahiers du cinéma, puis de la nouvelle critique avec qui j'ai travaillé. Et puis, c'était aussi tout ce mouvement. Et Barnett, ce cinéaste qu'on connaissait déjà un tout petit peu, dont on a découvert qu'il n'était pas ce qu'on avait raconté. On avait dit, oh, c'est le meilleur cinéaste de comédie soviétique. On a découvert que c'était infiniment plus que ça. On a découvert que c'était pas un cinéaste politique, mais que c'était un cinéaste profondément dans son temps. Tous ces films sont des films de son époque. Tous ces films sont des films sur des périodes qu'il a connues lui-même, et sa vie, ses sentiments, son expérience
passe dans les films d'une manière très très discrète. Ce ne sont pas des films autobiographiques en rien, c'est pas du tout, mais ce sont des films qui ont une certaine liberté à parler de ce qu'il a vécu, à parler du pays qu'il a connu, à parler des émotions ou de la culture qu'il a vécue, d'abord comme peintre, comme homme de théâtre, comme boxeur aussi, après la guerre civile, et ensuite ensuite sa découverte du cinéma. Avant qu'on parle plus profondément du style Barnett, de quelques-uns de ses films, vous évoquiez Nicolas Ray, donc c'était, pour celles et ceux qui ne savent pas, les romans américains, les vies de Nicolas Ray, édité chez Bourgeois en 90, un roman. Mais c'est ça, en fait, là où je veux en venir. C'est de la cuisine interne, certes, mais en même temps, c'est important parce que vous êtes critique, historien et donc écrivain aussi. Et moi, j'aurais voulu, si j'avais été là en 90, je vous aurais posé la question que je vais vous poser maintenant, c'est à savoir votre méthode. Comment vous approchez ce genre de cinéastes qui sont importants dans votre histoire, dans votre propre histoire du cinéma? Je sais que le film, pardon, c'est un lapsus. Le livre sur Nicolas Ray, ça vous ne l'avez pas écrit en 2 ans, ça a mis beaucoup de temps. Et c'est là où ça m'intéresse de savoir, c'est votre méthode pour approcher un cinéaste qui a été important dans votre propre histoire du cinéma, non pas de manière émotive, mais parce que ça vous a aussi accompagné dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc ça m'intéresserait de la connaître, cette méthodologie. Oui, au départ, il n'y avait pas de méthodologie. J'ai commencé par la curiosité la curiosité pour les films, pour les cinéastes. J'ai commencé à chercher. Il se trouve que je suis un peu bilingue, trilingue, que je suis curieux des cultures étrangères. Et voilà, il se trouve que j'ai commencé à chercher. La première fois qu'on m'a demandé de faire un livre, qu'on m'a commandé quelque chose, c'était sur Lubitsch. Et ça tombait très bien. Pour moi, c'était à la fois une culture allemande et puis une culture américaine. Et il y avait des choses, évidemment, je n'ai pas connu Lubitsch qui était mort en 47-48, mais je pouvais revoir les films. Donc, la méthode, c'était ça. D'abord voir les films, ensuite trouver les documents, et puis trouver les documents, accumuler les documents. Et à partir de là, peut-être que écrivant à la fois comme critique, j'étais pas un très très bon critique, j'avais pas une vocation de critique, et comme chercheur un peu de pourquoi comment ces films-là sont-ils faits pour nous accrocher, nous, cinéastes, cinéphiles français. Voilà, et petit à petit, bon, j'ai découvert qu'il y avait quand même des règles, qu'il ne suffisait pas d'aller voir les films et trouver des documents ou rencontrer des gens. Je trouvais que grâce à Kevin Brownlow en particulier, qui lui se passionnait pour le cinéma muet américain et qui avait arpenté Hollywood à la recherche de tous les cinéastes du muet, j'ai commencé à faire beaucoup sous son influence, j'ai commencé à faire un petit peu ça avec les survivants. Bon, bien entendu, avec Nicolas Ray, c'était facile, il y avait beaucoup de survivants, surtout du côté des écrivains, des créateurs, moins du côté des techniciens, et évidemment beaucoup du côté des acteurs. Et petit à petit, les choses s'orientent comme ça, et on découvre que je découvrais que c'était quand même avec les acteurs que les choses se passaient. Je parle de Nicolas Ray, et j'ai eu à peu près la même surprise avec Boris Barnett, pas du tout de la même manière, puisque les acteurs étaient morts. Enfin, j'ai commencé en 92, il y avait encore quelques survivants, maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus qu'un réalisateur qui a connu Barnett dans ses derniers jours, quand il était lui-même étudiant. Bon. Et là, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que le jeu de l'acteur. Voilà, une des choses Danet disait, une des choses qu'on a, Danet disait, les critiques français, les cahiers du cinéma, etc., une des choses que nous avons négligées, c'était l'acteur. C'était une des grandes dimensions du cinéma et nous ne savions pas quoi faire avec. Et bon, j'ai été obligé de faire ça. Là, j'ai été obligé de faire mon apprentissage de ce côté-là. Il se trouve que aux États-Unis, les gens ne parlent pas tellement de ça. L'idée, c'est qu'on fait.
les seuls qui en parlaient un petit peu, c'était les gens qui avaient été formés par l'Actors Studio, donc ça tombait bien pour moi, mais ils n'étaient pas très loquaces, pas très explicites là-dessus. Et il se trouve que, alors en Russie, du côté Barnett, c'est devenu tout à fait autre chose. En Russie, il y a d'abord la tradition théâtrale qui est extrêmement importante pour le cinéma, pour tout le cinéma russe pré-révolutionnaire et le cinéma soviétique, et le cinéma post-soviétique aussi. Et dans le cas de Barnett, c'était très intéressant parce qu'il voulait faire du théâtre au départ. Il avait fait du théâtre, il était parti, il avait dévié vers le cinéma, mais il avait dévié vers le cinéma chez un maître qui lui-même était très marqué par le théâtre, dans la mesure où ce qu'il voulait faire, c'était échapper au théâtre. C'était, on va tuer le théâtre en faisant le cinéma. Le cinéma, c'est l'art moderne. Alors, je parle de Lev Kuleshov, qui a été le premier cinéaste formé à l'époque pré-révolutionnaire, premier ou un des tout premiers cinéastes soviétiques pendant la guerre civile même, et premier fondateur d'une école de cinéma au monde, je crois, sauf démenti, et donc qui a formé la plupart des cinéastes de cette génération, Barnett parmi eux, mais d'autres comme Pudovkin. Eisenstein est venu étudier chez lui pendant quelques temps. Donc, et tout le monde connaissait, admirait, travaillait avec Kuleshov. Donc Barnett a eu cette expérience du théâtre où il y avait deux grands courants. Il hésitait entre les deux courants, où il n'avait pas envie de choisir. Et alors, c'était très polarisé. Hein. Et lui, précisément, il a profité des deux. Et par ailleurs, il a profité aussi de cette école de cinéma qui était le cinéma, c'est la mort du théâtre, le cinéma, c'est le montage, et chose qu'il a assimilé complètement et rejeté dès qu'il s'est mis à faire des films. Le premier film qu'il a fait, il a dit, il a écrit, il s'exprimait pas très volontiers. Mais le premier film qu'il a réalisé, seul, La jeune fille au carton à chapeau, il a expliqué en quelques lignes, quelques paragraphes, hein, que ce qu'il avait fait, c'était de découvrir qu'il était possible d'échapper au cinéma de montage et qu'il était possible de construire un film, alors en l'espèce c'était un film comique, à partir des acteurs et à partir de la liberté des acteurs. Et que le film s'était construit avec les acteurs. Donc ce qui veut dire improvisation, ce qui veut dire une improvisation tout au cours du travail de préparation et ensuite du tournage. Alors ça, c'est une chose qui est restée avec Barnett jusqu'au bout, et évidemment, c'est une méthode qu'il a ensuite affinée, où il a pris d'autres, il a fait des découvertes au fur et à mesure qu'il tournait, au fur et à mesure qu'il traversait qui traversait la grande histoire. Dans sa manière de filmer les corps de ses comédiennes, surtout de ses comédiennes et de ses comédiens, est-ce que ça a des répercussions sur le rythme de ces films? Cette manière de voir et donc de filmer le rapport aux comédiens, est-ce que ça dégage un rythme par rapport à ces films? Oui, je pense que c'est ça qui décide du rythme. Si on voit le film le plus connu le film le plus connu depuis l'époque de la Cinémathèque, donc Au bord de la mer Bleue, qui reste aujourd'hui son film le plus connu et peut-être son chef-d'œuvre ou un de ses 2, 3, 4 chefs-d'œuvre, on voit très bien que les choses sont faites avec des moments d'acteurs, qu'il y a 3 personnages qu'il connaît très bien. L'héroïne était sa femme, et les 2 acteurs, les 2 hommes qui tournent autour. Donc on a un scénario quand même qui part d'un point de départ extrêmement simple et usé, c'est-à-dire 2 hommes, une femme. Là on est, et comme c'est une comédie, il y a le mince et le gros. Mais finalement, le héros n'est pas celui qu'on pense. Et finalement, la femme est indépendante et ça ne sera ni l'un ni l'autre. Donc, mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure avec des réactions des comédiens les uns aux autres et avec des réactions sur le moment. C'est-à-dire utiliser ces 3 acteurs
face à face, ça veut dire utiliser un acteur qui est nouveau venu dans le triangle, qui est un acteur extrêmement brillant, un acteur vraiment de génie, qui vient, lui, du théâtre de Meyerhold, le théâtre le plus, disons, le plus novateur des deux courants du théâtre soviétique. Les deux autres ont déjà joué dans le film précédent, Okraïna, le faubourg, et l'une, donc, l'héroïne, donc, est sa femme. C'est le deuxième et le dernier film qu'elle tourne avec lui. Et l'autre, le jeune homme, va jouer dans les films de Barnett, va jouer dans 5-6 films de Barnett jusqu'à son avant-dernier film. Donc là, c'est l'habitude de connaître des gens, avoir des personnages familiers avec lesquels il fait des choses extrêmement différentes d'un film à l'autre. Par exemple, dans ce cas, par exemple, cet homme, Nikolai Kryuchkov, il l'a utilisé tout jeune, premier rôle au cinéma et découvert au théâtre dans Okraïna. Et là, c'est déjà un acteur qui sait ce qu'il fait et qui sait qu'il va devenir une vedette. Et en plus, il va devenir une vedette du cinéma réaliste socialiste. Ça va devenir un héros réaliste socialiste, complètement à l'opposé de ce que Barnett veut. Il a toujours réussi à éviter ce type de personnage, ce type de discours, etc. Enfin, presque toujours, pas toujours évidemment. Il y a quelques cas qui ne sont pas ses meilleurs films, qui ne sont pas ses films les plus personnels non plus, où il a été tenu de suivre les règles. Donc voilà, déjà le travail avec les acteurs est un travail qui vient d'une certaine familiarité avec les actrices, bien sûr, création de personnages très, très nouveau, très unique dans le cinéma soviétique et assez rare aussi dans le cinéma en général. Et puis, utilisation de l'imprévu ou perception de ce qui peut être l'imprévu chez quelqu'un, ce qu'on peut faire avec quelqu'un. Alors, dans le cas des femmes, souvent, ce sont des actrices qui n'ont pas une expérience, qui ne sont pas très, très expérimentées. Donc là, c'est trouver la spontanéité. Chez les hommes, ça peut être la distinction est peut-être tout à fait théorique. Chez les hommes, ça peut être utiliser leur savoir-faire. Par exemple, donc Sverdlin au bord de la mer Bleue, marchant au bord de la plage, marche sur un oursin ou marche sur un caillou, se fait mal. Et Barnett, en cours de plan, lui dit, bon, tu prends le rythme là, tu continues, tu boites, et il commence à lui siffler une chanson arménienne ou une chanson caucasienne, et le fait marcher au rythme de la chanson. Voilà, ce qui donne un sens à la scène. Ou bien les deux personnages se retrouvent là et croient l'héroïne morte, ils la voient sortir de l'eau dans un très très beau moment mythologique, et au lieu de se précipiter vers elle, ils reculent en panique comme s'ils avaient vu un fantôme. Bon voilà, donc cet exemple d'un film qui frise sinon le fantastique, en tout cas le merveilleux, au moment où il devrait friser le réalisme socialiste. Bon, le film est quand même sorti pendant quelques mois, pas beaucoup plus longtemps, et il a fallu attendre quelques dizaines d'années pour le redécouvrir. J'ai envie de vous paraphraser, mais avec beaucoup de fantaisie, hein, je l'avoue, quand vous parliez de réalisme, d'acteurs réalistes socialistes, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce qui faisait que Barnett n'était pas comme les autres, c'est qu'en plus d'être socialiste, comme les autres, il était aussi un peu plus réaliste que les autres. Mais je vous le dis de manière très fantaisie, mais très sérieusement, est-ce qu'il y a de cela qui fait que ce cinéaste-là a été... s'il y avait un mot plus fort qu'admirer, je pense à Godard, donc je pense aussi à votre génération, mais aussi à d'autres cinéastes contemporains, comme Yossé gens comme ça, Tarkovsky. En fait, c'est très simple. Dans votre texte de présentation pour la rétrospective Barnett, d'ailleurs, vous l'avez intitulé le texte Conteur, poète, ethnologue, bébé, vous écrivez, c'est tout au début, le titre le plus célèbre de Boris Vassilievitch Barnett, Okraïna, qui date de 1933, le définit bien. Il signifie la frontière, le faubourg, la périphérie. Est-ce que Barnett regarde la Russie soviétique via ses films de cette manière, c'est-à-dire par rapport à
par rapport à la frontière, le faubourg, la périphérie, et non pas forcément comme Eisenstein avec la grande histoire, ses héros, ou plutôt plus par rapport aux petites gens, par rapport à l'intériorité. Ça, de toute façon, bon, c'est notre vision après coup quand on regarde Ouais. l'ensemble des films ou même des petits groupes de films, c'est ce que nous voyons. Alors réaliste, on sait bien que depuis le réalisme socialiste, ça ne veut plus rien dire. Mmh. Euh, curiosité pour les citoyens, disons, curiosité pour les citoyens soviétiques, oui. Euh, et curiosité pour des idées qui se fait lui-même. Alors, ce que racontait Alexandre Mita, qui était un bon réalisateur de comédie du dégel de l'époque de Khrouchtchev, c'était, il était complètement pour notre gouvernement. Il pensait que le pouvoir soviétique était ce qu'il y avait de bien. C'est vrai, ça n'a pas été vrai jusqu'au bout. Après la guerre, c'est un peu nuancé. Il avait envie de faire des films qui soutenaient le pouvoir, mais quand il faisait les films, il n'y arrivait pas parce qu'on lui demandait de faire des films avec une réalité laquée, enjolivée, et il savait pas faire ça. Dès qu'il faisait un film, la vie commençait à entrer dans les personnages, dans ce qui tournait, et les stéréotypes disparaissaient. Ce qu'on lui demandait de faire, ça ne marchait pas. Et donc ça, c'est Mita qui l'a connu sur le tard, et qui est de cette génération qui commençait à faire des films au milieu des années 50. Et il y a eu encore une autre génération qui était des étudiants des années 50 et pour qui Okraïna et Au bord de la mer Bleue ont été des films très, très importants. Ils leur ont donné un sentiment de liberté, de pouvoir faire les choses qu'ils voulaient, de ne pas être obligés de suivre les règles qu'ils avaient apprises, qu'on appelait le réalisme socialiste, mais en même temps, tout peut être réaliste, tout peut être socialiste. Je pense que de toute façon, chez Barnett, il y a eu une période enfin, il a toujours été dans son temps, donc il y a eu une période d'enthousiasme pour la révolution, pour la construction du socialisme, qui a toujours été une attitude assez narquoise, qui a quand même toujours été une attitude une capacité de voir les aspects différents. Alors Yosseliani disait, il faisait ces petites comédies qui voulaient dire, oui, c'est dans cette période, il y a encore des choses qui ne vont pas, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Bon, c'est un peu une simplification de la part d'Otard, mais il y avait ce côté vouloir que ça marche, vouloir éliminer les aspects petits bourgeois qui réapparaissaient après la Révolution, dans les années fin des années 20, début des années 30, et en même temps avoir un certain enthousiasme pour ce qui se passait. Ce qui a continué, évidemment, ce qui a pu être, ce qui a évidemment été revivifié par la guerre, où il a été envoyé, comme tout le cinéma, il a été envoyé au Kazakhstan, et où il a fait des films de résistance au nazisme, qui sont des films, curieusement, qui ne sont évidemment plus du tout des films réalistes, puisqu'on est au Kazakhstan, on est en Asie centrale, on est très très loin du front, et il fait des films sur la guerre, sur la résistance au nazisme, et ce sont des films absolument magnifiques, où il retrouve son sentiment des lieux de l'Union, de la Russie, en l'espèce, de la brutalité et de la vie, du besoin de vie des citoyens russes, soviétiques, de besoin, une population qui est d'une certaine manière abandonnée par le pouvoir. Il y a quelques répliques assez nettes là-dessus dans certains de ces films, et des gens qui sont totalement faits pour la paix. La différence entre les films de guerre de Barnett et ceux des autres de ses collègues, il y a des très très beaux films de guerre soviétiques de Donskoy, d'Ermler, que sais-je, mais la différence, c'est que dans les films de Barnett, on voit des gens qui sont profondément pacifiques, qui recherchent une chose qui est le bonheur, et qui sont détruits par l'invasion et qui luttent pour retrouver la paix et le bonheur, et non pas des gens qui luttent
pour venger leur mort ou pour exterminer l'envahisseur, même si les deux choses vont de pair. Donc ça, c'est une chose importante chez Barnett, c'est ce besoin, c'est une sorte de recherche du bonheur, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que c'était aussi un des grands thèmes de Chris Marker, qui était lui aussi un grand enthousiaste de Barnett, avec qui on a beaucoup parlé de Barnett, qui a beaucoup soutenu mon projet au démarrage. Au démarrage, bien loin de son accomplissement d'ailleurs. D'ailleurs, à qui vous dédiez ce livre, entre parenthèses. Et Oui. est-ce que ça, Barnett, ce rapport, cette recherche du bonheur, est-ce que même après Staline, il a continué à essayer de… Et en fait, est-ce qu'il n'a jamais changé, même après Staline? Il a changé parce que dans l'après-guerre, il est devenu extrêmement amer à l'égard du pouvoir. Bon, il n'était pas aveugle, il voyait ce qui se passait, il voyait les amis qui disparaissaient ou ceux qui revenaient. Enfin bon, toutes les biographies qui ont été détruites ou qui ont été interrompues parmi ses proches, parmi ses amis. Et il est devenu très, très amer par rapport à ça. Il a connu, bien sûr, mais ça tout le monde le connaissait, il a connu la bureaucratie, les discussions sans fin et sans aucun sens finalement, avec la hiérarchie des studios, la hiérarchie même de la culture, où tout devait être discuté, justifié, etc. Et sa femme, qui était plus jeune que lui, me disait qu'il était très, très amer. Elle était également très amère, mais elle avait 20 ans de moins que lui, donc elle était plus virulente. Elle en parlait sans problème. L'amertume de Barnett, on la voit dans les discussions de studio qui ont été conservées, qui ont été sténographiées, qui ont été un des grands documents auxquels j'ai eu accès pour écrire ce livre. Et pour boucler la question, Barnett aimait bien boucler ses films comme il les commençait. Pour répondre finalement au début de la question, oui, cette recherche du bonheur, elle est particulièrement en évidence. Alors il y a eu, après quelques films d'exil intérieur, quelques films tournés en Ukraine, en Arménie, à Sverdlovsk, au Kazakhstan. Après ça, il est revenu, il a tourné ses deux derniers films, et ces deux derniers films, Alienka et La Petite Gare, sont précisément des films de recherche du bonheur. Ce sont des films où ça réapparaît complètement et où sont des films d'une sérénité, non pas d'une sérénité inquiète, qui sont l'un sur une recherche du bonheur une espèce de road movie à travers le Kazakhstan, et l'autre qui est un constat d'un homme vieillissant qui a son âge, qui a sa carrure de colosse, qui passe quelques jours de vacances où on ne lui demande rien, qui est devenu un homme de la nomenclatura, enfin un artiste ou un scientifique tout à fait officiel. Et cet homme arrive dans un endroit où il vient passer des vacances, il n'a rien à faire, et il réfléchit un petit peu dans ses rapports avec les gens du village. Il réfléchit, constate que sa vie n'a pas vraiment été une réussite fantastique, même si c'est une réussite sociale, et il repart de là sans amertume, mais en se disant, voilà, il fait un peu le point là-dessus. Donc cette recherche du bonheur est là, oui, tout à fait jusqu'au bout. Quand je me remémore certains films de Boris Barnett, comme on les a cités un peu au bord de la mer Bleue, Ukraina, ou alors Le Lutteur et le Clown, voire même La jeune fille au carton à chapeau. Là, pour parler du style, j'ai toujours eu cette sensation de voir des plans fragiles et à la fois paradoxalement maîtrisés. C'est-à-dire que j'avais cette sensation qu'il y avait quelque chose de vivant, d'organique, de fragile, et en même temps, il y avait dans cette folie quelque chose d'assez maîtrisé et finalement beau. Et j'aurais voulu vous écouter sur ça, c'est à savoir qu'est-ce qui fait que quand on se retrouve devant un film de Barnett, on sait que c'est un film de Barnett finalement. Eh ben oui, là-dessus, je sais pas, ben, il faut les voir. Ce qui est clair, c'est que il n'arrivait pas à terminer le film dans sa tête avant d'arriver sur le plateau. C'était
l'opposé des cinéastes qui ont tout dans leur tête. Il préparait, repréparait, remontait le film sur le papier, et il arrivait sur le plateau, et il voyait les comédiens, il commençait à diriger, et il changeait tout, au point que dans Au bord de la mer bleue, il y a une scène qui est un peu la charnière du film, et je regarde le scénario, et je m'aperçois qu'après cette scène-là, il a coupé 8 pages du scénario. Hop, ça disparaît comme ça. Donc, un sens de l'improvisation, à la fois de l'improvisation sur le plateau avec les acteurs, dont les bureaucrates se plaignaient évidemment, ou dont les superviseurs se plaignaient, et puis un sens de ne jamais ne jamais finir avant le tournage, ne jamais décider que quelque chose est déjà prêt avant d'arriver sur le plateau ou d'arriver au montage. Alors ça, évidemment, ça ne les supérieurs, la hiérarchie n'appréciait pas beaucoup. On lui reprochait beaucoup dès le début, dès ses débuts dans les années 20, de ne pas de changer les scénarios, ce qui était effectivement le cas. Il changeait énormément les scénarios. Et ça c'était complètement hors de question à partir des années 30. Le scénario, c'était la loi, comme aux États-Unis. Pour changer une réplique, il fallait demander au producteur. Alors, il n'y avait pas de producteur en Union soviétique, mais il y avait des patrons du studio, il y avait des responsables de production, etc. Donc, il faisait ça. Et c'est quelque chose, c'est un ton. Je pense que le ton de Barnett, c'est voir, voir des gens qui vivent. Je sais que ça a l'air un peu cliché de dire au cinéma, voilà, on voit sur l'écran, on voit des gens qui vivent, mais dans ce cas, c'est profondément vrai. Et il y avait ça, il y avait aussi, mais il y avait aussi, alors c'est amusant parce que 2 des témoignages que j'ai eus disaient à peu près le contraire, c'est-à-dire sa femme, celle qui joue Au bord de la mer bleue, me disait c'était un homme léger, il pouvait pas tenir en place, il détruisait ce qu'il faisait, etc. Et là-dessus, un très bon cinéaste du dégel khrouchtchevien, qui avait été son stagiaire en 39-40, me disait c'était un homme très sévère, il rigolait pas, il fallait que tout soit absolument prêt. Si on lui apportait un truc, un croquis mal fait de préparaton, etc., il était, etc. Bon, donc il est clair que les deux choses vont de pair, que l'idée d'être un cinéaste professionnel, profondément professionnel, savant, de tout ce qui est technique, narrative, etc., c'est la chose qui permet aussi de prendre les risques, d'avoir des trous béants dans la logique du récit, ce qui lui arrive souvent, surtout dans les films, alors, avec l'avantage d'être loin de Moscou et de faire ces films de guerre où on n'est pas toujours tenu à une logique absolument de fer, qui était obligatoire évidemment sous le réalisme socialiste des années 30. Donc il y a ce double mouvement d'une grande maîtrise du film et d'une grande liberté de pouvoir se laisser aller à faire des choses. C'est pour ça que dans le titre de mon petit texte, j'avais mis bébé. Quand j'ai donné, je ne sais plus quel est le titre complet du texte, mais bébé, c'était Yosseliani qui m'avait dit ça. Et le livre a été terminé la veille de sa mort. Donc, Yosseliani me disait, il faut pouvoir rester un enfant, il faut pouvoir rester bébé. Il faut pouvoir rester buveur, joueur, s'amuser et être comme un bébé. C'était très, très important pour lui. Donc, je pensais que c'était logique de mettre ça en titre de l'article pour le programme de la Cinémathèque. D'ailleurs, comme certains films de Yosseliani aussi. Je rappelle quand même quelque chose d'important, c'est qu'on est là parce qu'il y a un livre, et ce livre, c'est celui-ci, et il est édité chez les éditions de l'Œil. Et je voudrais m'attarder, ça sera certainement il y aurait 50 milliards de choses à dire sur l'intégrité du livre, sur Boris Barnett. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. Je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien. Vous cliquez dessus, ça vous renvoie à la page dédiée au livre sur le site des éditions de l'Œil. Et d'ailleurs, je remercie le service de presse pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Moi, j'aimerais vraiment
qu'on termine sur deux petites choses concernant ce livre. D'abord, sur la structure que vous avez utilisée pour construire le livre. Il y a trois parties. Il y a en plus de l'introduction, de la conclusion, il y a une partie sur le studio. La seconde partie, c'est sur le pouvoir et la guerre. Et la troisième partie, sur le dégel. Comment vous avez construit cette structure. Et puis surtout, les illustrations qu'il y a j'arrête pas de dire du film, c'était les illustrations qu'il y a dans ce livre, enfin, c'est remarquable. C'est pas, enfin, quand on dit beau livre, ça me gêne un peu le mot beau livre, parce que c'est vraiment, c'est aussi passionnant que Roman américain, le bouquin sur Nicolas Ray, et c'est vraiment, et les photos qui ont été, les captures qui ont été choisies, enfin, c'est remarquable. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Donc, et sur la structure, mais aussi sur l'accompagnement visuel que vous avez intégré dans le livre. Bon, alors d'abord, la construction en trois parties, elle s'est imposée. Elle est arrivée avec l'histoire soviétique, avec l'histoire du cinéma aussi, puisque le studio, c'est le dernier studio indépendant en Union soviétique. Après la nationalisation du cinéma, c'est resté un studio qui avait des parts dans le privé. Après, il a été complètement nationalisé, mais la manière de travailler est restée la même, c'est-à-dire un studio un petit peu à l'américaine, ou peut-être plutôt même à la française, avec le côté à la fois grand professionnalisme et grandes équipes et possibilité de liberté. Alors, le studio a été dissous en 35-36, au moment de la sortie d'Au bord de la mer Bleue. Donc ensuite, c'est la guerre. On est dans les années qui annoncent la guerre et les années de guerre suivies de cet exil intérieur de Barnett à travers les studios des différentes républiques, parce qu'on ne lui faisait pas confiance pour faire des grands films politiques, on ne lui faisait pas confiance mais on était tout à fait content qu'il aide à retaper les studios détruits et qu'il aide à remonter. Donc il allait d'un studio à l'autre, il faisait des films. Donc ça, c'est la guerre, c'est la suite de la guerre pour lui. Et puis un dégel, c'est tout simplement parce que on arrive en 55-56, après la mort de Staline, il y a ce qu'on a appelé le dégel, la déstalinisation. Le dégel, il est évident que ça a été un dégel qui a eu ensuite des regels. C'était un dégel, c'était pas le vrai dégel. Donc c'était un dégel et il est mort à la fin précisément de ce dégel-là. Donc ça c'est clair. Et quant à l'illustration, alors là c'est vraiment un travail à trois, un travail avec l'éditeur et la graphiste qui a été un travail absolument formidable. Ils avaient tous les deux une idée de ce qu'ils cherchaient. On a regardé les films, on a essentiellement avec l'éditeur, et puis ensuite on a fait des captures d'écran, film après film, qui constituent une sorte de dialogue parallèle qui croise ou qui croise pas, ou qui est en parallèle ou qui contredit ou qui soutient ce qui est raconté dans le texte. Et puis là, c'est à partir de là, ça a été le travail de la graphiste qui, parmi cette masse de captures d'écran ou de photos ou de frame enlargements, de photogrammes, a fait un choix assez drastique et qui est arrivée, elle, à donner corps à ce discours indépendant et interdépendant des images. Là-dessus, ça a été un bonheur total de faire ça, évidemment. Et comme disait Truffaut, c'est aussi un plaisir pour les yeux, mais vraiment, j'insiste beaucoup, c'est passionnant, c'est assez remarquable parce que c'est vraiment pas d'une illustration, ça traduit aussi pas mal de choses par rapport à l'ouvrage. Je répète, hein, Boris Vassilievitch Barnett, c'est édité chez les éditions de l'Œil, et Bernard Eisenschitz en est l'auteur. Tout est dans le descriptif de cette vidéo. Avant de vous laisser, et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, mais avant de vous laisser, juste savoir, est-ce qu'il reste encore quelques cinéastes que vous avez envie de questionner avec la même passion comme Fritz Lang ou Nicolas Ray ou voire même Barnett, ou vous avez fait le tour? Là, c'est une question très curieuse pour le coup. Ben, j'en sais rien. Pour l'instant, je souffle un petit peu. Fritz Lang, j'y reviendrai toujours, mais bon, on verra bien.
On verra bien, il faut des tremplins. Bon, j'ai travaillé sur Vigo, j'aimerais retravailler sur Vigo. Il y a des cinéastes dont on ne sort, qu'on ne quitte jamais vraiment. Donc peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet concret. Non, mais je ne me permettais pas de vous demander précisément un projet, mais il y a des cinéastes qu'il faut continuer encore de préserver, et Vigo en fait partie, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup, Bernard Eisenschitz, et à très vite. Merci à vous. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.